Bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de cette émission Au bonheur des livres. Vous le savez, chaque semaine, nous tentons de vous donner tout simplement envie de lire, mais aussi de découvrir ou de mieux connaître les auteurs. Alors avec nous, deux romanciers qui nous proposent, j'allais dire, des histoires en forme de contes, où les drames du monde vont se cacher plutôt derrière les métaphores, derrière la mythologie, et pourquoi pas derrière la poésie, en tout cas derrière l'écriture. Ils mettent en avant l'un et l'autre la transmission, l'un par les livres, l'autre par la parole, par l'oralité. Et ce sont deux très beaux livres que nous avons beaucoup aimés en cette rentrée littéraire. D'abord celui de David Diop qui publie « Où s'adosse le ciel » chez Julliard. Bonsoir David Diop, merci d'être avec nous. Et puis celui de Rachid Benzim qui nous propose « L'homme qui lisait des livres » chez Julliard également. Merci infiniment d'être là tous les deux et on sait que vous vous entendez bien. On est donc d'autant plus heureux de vous recevoir ensemble. Rachid Benzim, avec vous dans ce livre, nous suivons Nabil, le libraire, qui va raconter son histoire, c'est-à-dire en fait l'Odyssée des Palestiniens depuis 1948. Il va la raconter à un jeune photographe français, ses souffrances, l'exil, les ruines. Et c'est par les livres, par la littérature, par les auteurs que votre héros va combattre le chaos. Un livre qui résonne évidemment avec l'actualité qui est la nôtre, mais qui nous élève aussi au-dessus de l'immédiateté, et je crois que c'est ce que vous vouliez dire. David Diop, vous êtes né, je le rappelle, à Paris. Vous avez passé votre jeunesse au Sénégal et fait vos études en France. Vous êtes agrégé de lettres, spécialiste du XVIIIe siècle. Vous avez reçu le concours des lycéens en 2018 pour Frères d'âme, notamment sur le colonialisme, la guerre de 14. Et aussi, puisque nous parlions de traduction, puisque votre livre, Rachid, est traduit déjà, vous aviez reçu le Booker Prize pour la traduction de Frères d'âme, ce qui n'est pas rien. Vos livres, donc, partent dans le monde et on en est très heureux. Alors voilà, Où s'adosse le ciel. Alors vous nous emmenez, il faut essayer de s'arrêter un peu sur l'histoire qui est tout de même un peu entrelacée et un peu compliquée, ou en tout cas un peu mystérieuse. Il y a deux voyages, deux époques, des lointains. Nous sommes d'abord à la fin du XIXe siècle et nous allons aussi aller dans l'Égypte antique. Voilà les deux périodicités. C'est d'abord l'histoire de Bilal, donc, qui est parti à la Mecque et qui revient vers le Sénégal, vers son pays. Et il fait donc un long voyage que vous nous décrivez, que vous nous racontez. Est-ce que vous avez traversé certains de ces pays? Non. Non. Je suis un écrivain en chambre. Oui. Enfin, quand même, passer par le Sénégal. Oui, le Sénégal, voilà. Je connais le Sénégal, mais je n'ai jamais voyagé ailleurs qu'au Sénégal, dans cette partie-là de l'Afrique. J'ai été au Mozambique, mais c'est très très loin du Sénégal. Et donc j'ai acquis ou accumulé une documentation pendant 2-3 ans. Parce qu'on voyage beaucoup avec vous, et il y a de la géographie, il y a une description des paysages. Voilà, j'ai regardé les images et j'ai retenu les images en fait qui me faisaient rêver, puisque ce sont ces images-là qui m'inspirent des épisodes dans le roman. Par exemple, dans le nord-est du Tchad, il y a une région qu'on appelle Ouadaï, et j'ai créé un labyrinthe. C'est une zone labyrinthique avec des canyons dans des roches rouges. Et j'ai imaginé en fait une partie de l'intrigue du roman dans cet endroit parce que je l'ai trouvé fascinant. C'était fascinant. Pas de voyage à la Mecque dans votre famille ou... Alors si, mes parents, mes oncles, mes tantes, quand ils l'ont pu, ont fait le voyage à la Mecque. Et j'ai découvert il y a quelques années maintenant que j'avais un arrière-grand-père qui avait fait le voyage du Sénégal à la Mecque à pied. Ah. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles, dans le fond, je me suis attaché à raconter l'histoire de ces pèlerins qui pouvaient passer parfois, le plus long qu'on sait, c'est 7 ans de pèlerinage pour aller et venir. Donc c'était vraiment de grandes épreuves. Est-ce que chez vous aussi, Rachid Benzim, ce voyage-là est présent? Oui, absolument. Étant de tradition musulmane, mes parents étaient à plusieurs reprises à la Mecque et ça fait partie de l'imaginaire musulman, ce grand voyage. Et ce que dit David, effectivement, par rapport à son arrière-grand-père, le fait de l'avoir fait à pied, c'était un voyage très important, oui. Dans la famille. Alors on va suivre Bilal Seck, qui est un griot, c'est-à-dire qu'il est un conteur, un narrateur, qui va traverser donc de nombreuses épreuves, et notamment une épidémie de choléra. Donc c'est lui qui revient de la Mecque pour retourner au Sénégal. Et puis il va surmonter cette épidémie grâce à une sorte de bizarre immunité qui est la sienne. C'est comme s'il poursuivait un but sacré, ce personnage. On a l'impression qu'il s'élève au-dessus de la condition de mortel. Il est élevé au-dessus de la condition mortelle, comme vous le dites, parce qu'il a en lui un récit qui se transmet depuis 71 générations avant lui. Et donc il y a quelque chose de sacré, en effet, dans ce récit. Et c'est ce récit qui le maintient en vie, parce que
vous l'avez dit, je le mets dans une situation limite. À la Mecque, en 1893, il y a eu véritablement une épidémie de choléra qui a causé 30 000 morts. Et il rentre au Sénégal à pied, abandonné là-bas par son protecteur. Et il veut mettre ses pas dans ceux des Égyptiens dont il connaît le récit de la migration 2000 ans avant. Voilà, et c'est évidemment ce récit aussi que vous allez nous faire. Auparavant, donc, il a rencontré un forgeron, et c'est lié à lui, il a épousé sa fille, il a eu lui-même un enfant, qui a une particularité, qui est muette, et on s'attache beaucoup à cette famille, à ce personnage. Est-ce que vous diriez que dans ce désir de transmission, donc il y a de vous un peu, David Diop, dans ce Bilal, dans ce... Oui, alors ma famille ne fait pas partie d'une famille griotique, comme on dit. C'est-à-dire les griots sont les transmetteurs de l'histoire, et il y a des écoles de griots. Donc nous ne faisons pas partie de cette famille-là, mais dans mon travail d'écrivain, je suis toujours fasciné par cette possibilité de transmettre quelque chose au lecteur. Mais avant le lecteur, mes personnages se transmettent des savoirs. Et en général, ce sont des savoirs secrets, des savoirs pour lesquels, en principe, le lecteur n'a pas droit de citer. Et je m'arrange pour organiser les choses, pour que le lecteur fasse irruption dans le texte et voit ou lise ce qu'il ne devrait pas savoir. Ah oui, avec ce mystère. Enfin, le souci de transmission, il est bien sûr chez vous aussi, Rachid Benzine, puisque votre héros ne veut que transmettre quelque chose de l'ordre de la culture, de la littérature, mais évidemment par les livres, pas par l'oralité. Puis, je pense que toute vie mérite récit, donc c'est important de pouvoir raconter et transmettre, ce qui permet la continuité face aux différentes discontinuités historiques. Et ô combien, et même des brutalités de l'actualité. Alors, ce Bilal, vous le dites, il porte l'histoire de ses ancêtres, donc on retourne 2000 ans avant, donc dans cette Égypte ancienne. Il y a un peuple égyptien qui est obligé de fuir le joug de Ptolémée, le pharaon. Alors d'abord, comment elle vous imprègne, cette histoire ancienne? Je le disais au début que vous êtes spécialiste du XVIIIe siècle, David Diop, donc on est loin de vos centres d'intérêt. J'ai vraiment beaucoup travaillé. Je me suis beaucoup documenté parce que j'avais peur de dire des bêtises sur l'histoire de l'Égypte. Et je me suis rendu compte que c'est une histoire, bon, je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué, mais c'est une histoire de 4000 ans. Et moi, au Sénégal, j'ai entendu une tradition chez les griots qui disait que le peuplement du Sénégal s'était fait de l'Égypte antique jusqu'au Sénégal, à la période justement des Ptolémées, entre autres. Et je me suis dit, je vais essayer d'imaginer une raison pour ce voyage. Et ça a été autre chose que la guerre, ça a été autre chose que la faim, ça a été une aspiration religieuse. D'où le titre du roman « Où s'adosse le ciel », c'est-à-dire « Où s'adosse le ciel ». C'est mystérieux, ce titre, très joli titre. Mais... C'est l'endroit où le dieu du soleil, Osiris, le dieu funéraire, entre en terre et ensuite fait un parcours sous terre pour ressurgir au levant. Et ce que j'ai voulu, c'est que mes voyageurs aillent au pays d'Osiris, c'est-à-dire fuient en fait le joug des Ptolémées, vous l'avez dit, ce sont des Grecs. Et je sais qu'il y a eu un moment de l'histoire en Égypte où les Grecs, les pharaons grecs ont pris la main sur les grands temples égyptiens. Et ça m'a semblé une raison suffisante pour aller au-delà de ses forces vers un endroit où on pourrait rencontrer son Dieu. Et il se trouve que c'est l'extrême occident de l'Afrique, où s'adosse le ciel. Ça correspond au Sénégal, puisque la partie la plus occidentale de l'Afrique, c'est le Sénégal, c'est Dakar. Mais comment s'applique-t-elle, cette formule si jolie, à Bilal, à votre héros qui, lui, donc, va de la Mecque au Sénégal? C'est parce qu'il va vers l'Occident, lui aussi, vers l'extrême occident de l'Afrique. Et donc, cet endroit-là, finalement, c'est aussi un lieu qui équivaut à quelque chose de spirituel. On associe le ciel au spirituel, et dans ce cas-ci, Bilal aussi a une quête qui le mène spirituelle, voilà, une quête qui le mène à surmonter l'esprit de vengeance. Ah oui, évidemment. Et ça, c'est une chose qui nous occupe beaucoup en ce moment et qui nous préoccupe évidemment dans le monde qui nous entoure. On remarque que vos héros sont très courageux, David Diop. Ils surmontent des épreuves, ils ne se plaignent pas. C'est un idéal pour vous, ou c'est quelque chose que vous sentez dans votre famille, dans vos origines? Oui, je ne prétends pas être aussi courageux que mes personnages, mais c'est une aspiration. Et dans ma famille, je vois des gens très courageux. En Afrique, en Europe aussi, mais en Afrique, il y a des gens extrêmement courageux, extrêmement résilients.
et qui garde un optimisme dans des situations qui nous paraissent, nous, depuis l'Europe, insupportables, et qui les aident à surmonter ces difficultés. Et il y a quelque chose de spirituel dedans, il y a une approche de la vie qui fait que, eh bien, malgré ces difficultés, on arrive à finalement les dépasser pour aller vers un horizon Et vous dites, meilleur. Les trésors des dieux sont les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, David Diop? Mais ça veut dire que ce sont les hommes qui font les dieux, et ce sont les hommes qui permettent aux divinités d'être encore plus grandes. Et notamment grâce à vos livres. Alors, Rachid Benzine, vous êtes né au Maroc. Vous êtes arrivé en France à 7 ans. Vous étiez à Trappes. Romancier, dramaturge. Je précise, mais on le sait, on vous connaît, vous représentez un islam libéral. Vous avez écrit, par exemple, sur le dialogue islamo-catholique avec le Père Delorme, mais aussi sur le lien entre religion juive et religion musulmane avec Delphine Orvillers, la rabbine. Et voici donc L'homme qui lisait des livres. Alors, c'est un titre moins mystérieux que celui de David, mais très joli aussi. C'est également une fable, c'est comme un conte moderne, bien sûr, sur cette Palestine qui a surgi en 1948. Et c'est donc un vieux libraire qui, lui, s'appelle Nabil, qui nous raconte. C'est donc pour lui le livre qui est important, la littérature, les auteurs qu'il a notamment dévorés quand il était en prison. Et Nabil va raconter son histoire à un jeune photographe français. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en face à face deux personnages qui pouvaient se comprendre, qui pouvaient s'écouter? Tout d'abord, je suis parti de l'actualité et le processus de déshumanisation auquel nous assistons et parfois même un consentement à la violence. Donc la question pour moi, c'est qu'est-ce que c'est qu'un homme bon dans la guerre quand on a tout perdu? Et il me fallait cette rencontre-là, le titre « L'homme qui lisait des livres » emprunte à Jean Giono, l'homme qui plantait des arbres. Et donc j'avais besoin d'une rencontre entre deux manières de raconter le réel par la photographie, l'image, qui relève de l'instantanéité, de l'immédiateté, mais qui ne raconte finalement pas grand-chose, et le récit que va déployer Nabil face à ce photographe qui va devenir le dépositaire de la mémoire de Nabil, le dépositaire de l'histoire palestinienne. Parce que pour moi, c'était important de faire jouer la question de l'immédiateté par rapport à la question de la durée, la question, on en parlait de la transmission, la question du récit. Et nous avons, à travers ce libraire, toute l'Odyssée palestinienne, puisque ce libraire est né... Oui, il grandit dans un camp, il fait des études en Égypte, sa femme est médecin, leur fils est tué lors de la première intifada, vous racontez tout ça, il va être en prison aussi, mais c'est vrai, Rachid Benzine, quand on vous lit, on sent que cette violence que vous décrivez, elle est racontée avec une forme de douceur. Alors peut-être ça vous caractérise, est-ce que c'est comme ça que vous vous sentez? Ce qui transparaît dans ce livre, c'est la bonté dont vous parliez et la douceur. Oui, c'est un homme qui tente de résister face à la question du mal et la question de la violence. Si Gaza nous interpelle autant aujourd'hui, c'est parce que se joue à Gaza quelque chose qui dépasse simplement le cadre du Gaza, qui est d'abord la question de l'effondrement, la question de la violence, et comment on fait pour tenir ensemble face à la violence, et comment ne pas développer plus de haine ou plus de vengeance face à la question de la violence. Et donc, du coup, il y a un espace en chaque être humain qui est irréductible, qu'aucune violence ne peut coloniser. Et c'est ce que tente de faire Nabil, puisqu'il lit parmi les bombes, parmi les ruines, il essaye d'avoir un îlot de beauté, d'avoir cette capacité de voir de la beauté, je dirais, au-delà de l'horreur. Alors on peut se dire, finalement, à quoi ça sert de lire lorsque toute votre famille a été détruite, lorsque vous recevez des bombes, ça peut être un geste, je dirais, ridicule. Mais pourtant, à travers ce geste, se dit quelque chose qui relève de l'humanité de ce Palestinien. Et pour moi, c'était important face à la déshumanisation des Palestiniens, qui sont souvent réduits simplement à des victimes ou à des terroristes, de pouvoir réhumaniser, de pouvoir singulariser pour sortir de cette barbarie. Cette barbarie, vous partagez ce sentiment-là, David Diop, enfin même d'ailleurs d'impuissance devant ce monde, comme les Rachid qui crient vengeance ou qui ne comprend pas et qui ne trouve pas de solution finalement, de solution de paix. Oui, il y a beaucoup de solutions de paix dans les livres. Voilà, les livres, c'est ce qu'on sent, évidemment. Oui, les livres offrent des mondes qui sont très proches des nôtres et dans lesquels on peut se trouver des ressources
intellectuelle, morale. Mais on a l'impression que le monde en manque singulièrement, c'est ça, de ce recours à la culture. Alors c'est pour ça que le livre de Rachid est fantastique, c'est-à-dire qu'il place au cœur d'une guerre qui est terrible le livre et les livres au pluriel. Oui. C'est-à-dire la possibilité de se réhumaniser. Pour ceux qui ont été déshumanisés, tu dis souvent ce mot-là. La réhumanisation, ça passe par, je pense, la lecture, la littérature, les livres. Et c'est ce que vous avez montré l'un et l'autre, bien sûr. Rachid, vous étiez, je le disais, vous aviez écrit avec le Père Delorme, vous avez écrit avec Delphine Orvillers, donc vous avez exercé cette volonté de paix ou de compréhension de l'autre. C'est en vous, ça? Est-ce qu'au fond, vous ressemblez à Nabil, c'est-à-dire cet homme bon qui est dans sa librairie et qui voudrait transmettre un peu son amour de la littérature? J'essaye d'essayer de trouver toujours des ponts, des possibilités de pouvoir se dire, et c'est pour ça que j'ai mis la citation de la philosophe Simone Weil au tout début, sur la question de l'attention. Et chez Simone Weil, elle dit que l'attention est la forme la plus pure de la générosité. Et elle dit, seul un être prédestiné a la capacité de demander à l'autre quel est donc ton tourment. Et je crois que... C'est-à-dire l'attention à l'autre, c'est ça? L'attention à l'autre. Et depuis le 7 octobre, on a été incapable de pouvoir dire à l'un et à l'autre quel est donc ton tourment. Donc il y a eu des peurs, il y a de la polarisation, et le débat n'était plus du tout possible. Et donc pour moi, c'était important de pouvoir réhumaniser ce qui relève de cette déshumanisation. Je tiens beaucoup à ce terme-là parce que nous voyons aujourd'hui l'effondrement du cadre du droit, tout simplement. Nous voyons beaucoup de choses qui sont en train de s'effondrer. Donc, du coup, la question de la résistance de cet homme-là qui devient un homme libre à force d'être façonné par les textes, à force d'être façonné par la lecture. Il lit aussi bien Primo Levi que Mahmoud Darwish. Oui. Donc, ça va... Oui, et il lit le livre de Job qui pose la question du mal. Et parce que le livre de Job pose la question, fondamentalement, pourquoi moi? Et toutes les victimes du monde, elles se disent pourquoi on nous fait ça. Et ça devient cette question palestinienne. Pourquoi nous, en tant que Palestiniens, nous subissons cela? Pourquoi le regard se détourne dès qu'il s'agit de Palestiniens? Et je pense... Et vous pouvez comprendre que les Juifs disent la même chose. Pourquoi nous, on nous interdit de vivre? Enfin, vous voyez, il y a ces deux communautés qui, malheureusement... Absolument, ce sont deux communautés qui sont dans le tragique de l'histoire. Ce sont deux sociétés qui se sont déjà effondrées. Et c'est pour ça que nous... je dirais à partir de notre espace européen et occidental, nous devons être des arbitres, mais des arbitres qui doivent être justes. Et lorsque nous avons en face une volonté d'effacement depuis le 7 octobre, nous devons aussi être capables de dire ce n'est pas le type d'humanité que nous souhaitons avoir ensemble. Oui, c'est ce que vous ressentez forcément aussi, David Diop, l'impuissance que nous avons, nous, et peut-être aussi la culture qui peut nous sauver. Oui. Alors, pendant ces années où j'ai travaillé sur mon roman, j'ai lu des textes qui renvoient, enfin, évidemment, à une antiquité très lointaine. Et on se rend compte qu'en fait, que l'humanité, depuis tellement de temps, réfléchit et essaie de se sortir de ces drames qui sont répétitifs, qui reviennent, mais qui sont toujours suivis. Elle n'est pas vouée à ces drames, justement. Oui, voilà. Mais il y a toujours l'espoir d'une sorte de rédemption, ou en tout cas d'un moment où on dépasse cette violence. Et il faut toujours l'espérer. Est-ce que Rachid Benzine, vous êtes allé, depuis peu de temps maintenant, parler avec ces interlocuteurs que je citais, un rabbin, un prêtre? Oui, vous continuez à garder ce dialogue. Je continue le débat et je trouve que Mahmoud Darwish a une très belle expression quand il dit « nous, grand poète palestinien, nous, Palestiniens, nous souffrons d'un mal incurable que nous appelons l'espoir ». Nous n'avons pas d'autre possibilité que de continuer à espérer. Et je reviens justement encore à la philosophe Simone Weil, quand il dit « il faut armer les plus faibles car le fort a tendance à devenir barbare ». Il y a toujours dans le rapport de la force d'être réduit à une chose. Et donc comment on arme? On arme par la question du droit, on arme par la question de l'imagination, on arme par la question de la littérature, qui sont véritablement pour moi des espaces d'humanisation, parce que lorsqu'on rentre dans ce roman, on devient ce Nabil El-Jaber, palestinien, chrétien, et on traverse son histoire. Bien sûr, et on devient aussi votre héros d'une certaine façon, qui mène son combat, mais qui a aussi un idéal. Enfin, ce sont des héros qui ont des idéaux et qui poursuivent, presque sacrés. C'est ce qu'on a bien compris. Est-ce qu'on peut dire que tous les deux, vous avez un goût naturel dans l'enfance pour l'histoire, pour
David Diop? Vous avez fait d'autres... Enfin, vous avez fait plutôt des études de philosophie, oui, mais... non, mais j'ai vraiment eu un goût pour l'histoire Oui. qui m'est venu dans ma famille. C'est une anecdote que je peux vous donner. Avant d'écrire Frères d'âme, qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, Oui. il y a eu un récit dans ma famille, chez ma mère est française, et son grand-père avait été à Poilu à la Première Guerre mondiale. Oui. Et elle m'a dit, quand j'étais très jeune, ton arrière-grand-père est rentré chez lui dans les Landes et il n'a rien dit. Et c'est ça, je crois, qui a fait que ce silence que je suis allé, dès cet âge-là, aller chercher dans les livres. Qu'est-ce qui pouvait s'être passé à cet endroit? Et puis un jour, je me suis dit, peut-être qu'il a rencontré un tirailleur sénégalais et que je ne le saurais jamais. Ah oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup de silence après les épreuves des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il y a un silence qui arrive après l'horreur. Oui. On n'a pas pu raconter. On ne peut pas dire, parce que raconter, c'est revivre. Et donc, la littérature permet souvent la fiction de faire ce pas de côté pour raconter pour les autres et revivre. Et peut-être bien après. Procuration. Bien après. Voilà, bien après. Il y a toujours dans cette question du récit, c'est la question de la reconnaissance et la question de la justice. David parlait des silences. Il y a des récits, malheureusement, qui n'existent pas dans l'espace public ou dans l'espace médiatique. Et qu'à partir du moment où toute vie mérite récit, nous sommes des êtres narratifs et nous sommes les histoires auxquelles nous adhérons. Et donc, plus on a cette pluralité d'histoires de ce point de vue, plus on peut intégrer l'idée de la complexité. Mais les récits, ils ont aussi des effets sociaux et politiques. Paul Ricoeur, il dit qu'on passe du texte à l'action en passant par l'imagination. Donc on voit bien que les textes, ils n'ont pas uniquement une dimension poétique, ils ont aussi une dimension politique dans la mesure où ils vous amènent à voir les choses autrement. Lorsque, par exemple, on entre dans l'histoire de Nabil, nous avons au moins l'histoire de la Palestine depuis 1948, là où nous sommes enfermés dans une séquence à partir du 7 octobre, où il est très difficile de pouvoir, je dirais, avoir ce recul de l'histoire. Et que l'histoire, elle est importante parce qu'elle introduit automatiquement de la complexité, elle introduit automatiquement une pluralité de vérité et de la nuance. Et justement, la littérature, en proposant cet espace-là, quand on voit Nabil, quand il lit et quand il joue Hamlet, être ou ne pas être, ces mots de Shakespeare, quand il résonne en Palestine à Jabalia, être ou ne pas être devient une question et un écho existentiel pour le peuple palestinien. Quand il lit Primo Levi, au moment où il perd tout, il dit que les mots de Primo Levi l'ont sauvé, c'est-à-dire que même face à l'indicible, raconter le récit, c'est aussi une manière de résister. Donc, du coup, la lecture comme un acte de résistance face au monde qui vient, ça me semble aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui lit dans un métro, je vois ça comme un acte de subversion, d'insubordination. On est heureux, on sourit. Mais est-ce qu'on a le sentiment que les intellectuels dont vous faites partie, est-ce qu'ils jouent encore un rôle aujourd'hui? Est-ce que... j'allais dire, est-ce qu'ils permettent d'éclairer un peu le débat? Est-ce qu'ils sont écoutés? Est-ce que vous vous sentez... Mais écoutez, vous nous invitez à votre émission, mais nous, donc on sera nécessairement écoutés. Mais en fait, on vous invite parce qu'on a envie de parler de littérature, surtout, bien sûr, des développements, hélas, dans le monde et sur l'actualité, de tout ce que ça représente. Mais ce qu'on aime, nous, c'est vrai, c'est les mots, c'est l'écriture, c'est ça qui nous... Bon. Je pense mais est-ce que la cité vous fait confiance encore à vous deux? Alors, écoutez, espérons. Mais ce que je peux dire, c'est que je pense, moi, qu'un livre ne peut pas changer le monde, mais il peut changer un individu. Une personne. Une personne. Et, bien sûr, on parlait de Primo Levi. Voilà, cette personne va peut-être avoir une sorte de révélation sur ce qu'est sa propre existence et puis mieux comprendre le monde. Alors, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je pense que la littérature permet vraiment de toucher au plus profond de l'humanité. Est-ce que vous pourriez dire l'un et l'autre quel est le livre qui vous a sauvé à un moment dans votre vie, s'il y a eu ce livre-là, Rachid? Je ne dirais pas qu'il m'a sauvé, mais il a été en écho face aux jeunes Marocains que j'étais, arrivant à Trappes. C'était La cicatrice, qui est un livre bouleversant d'adolescent, de quelqu'un
qui a un bec au lièvre, qui est complètement rejeté. Donc la question de l'injustice, la question de la violence, la question de l'appartenance. Et c'est vrai que ça a joué pour moi en tant que miroir. Et c'est ça qui est intéressant dans la littérature et dans les livres, c'est qu'on y dépose tout ce qui relève de la condition humaine. C'est-à-dire que tout ce que l'être humain a pu ou est en train de vivre a été déposé par les mots. Et que les mots ont une capacité de fissurer le réel, de dire qu'en fait, le monde tel qu'il est, il ne s'arrête pas à ce que nous voyons. Nous avons encore une possibilité d'action et pour justement le changer. Et vous, David Diop, alors moi, aurait-il eu un auteur ou un livre? Non, moi, un livre qui m'a vraiment marqué, peut-être qui m'a donné il y a très longtemps, sans que j'imagine que ça arriverait un jour, le goût d'écrire sur une période liée à l'Antiquité, c'est Salammbô de Flaubert. Ah, ouais. Il y a quelque chose dans ce livre qui m'a vraiment marqué. Et peut-être qu'il y a dans cet univers qui a été créé à Carthage, cette peut-être petite idée qui m'a traversé l'esprit en commençant à écrire sur l'Antiquité. Où s'adosse le ciel. Ouais. Il y aura peut-être une pièce alors pour cet homme qui lisait des livres, cher Rachid Benzine, avec votre ami Jamel de Trappes. Oui, nous sommes en train d'en discuter. Voilà. Vous savez beaucoup de choses. Oui, j'ai cru lire ça. Ouais. Et on le souhaite évidemment. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir. David Diop, c'est Où s'adosse le ciel chez Julliard. Et vous, cher Rachid Benzine, c'est l'homme qui lisait des livres chez Julliard. Alors je précise que Public Sénat est partenaire des rendez-vous de l'histoire qui se déroulent à Blois jusqu'à dimanche, donc, et que cette année, c'est le thème de la France. Et vous, David Diop, vous allez animer une table ronde, je crois, ou un café littéraire sur la force de la transmission. C'était d'actualité pour nos deux livres. Voilà, c'est dit. Alors, quelques coups de cœur avant de refermer cette émission. D'abord pour Kauter Adimi, qui a fait un très joli livre dans la collection Manu au musée. Elle va donc à Lima, à l'Institut du monde arabe, elle va dormir, mais elle va surtout, bien sûr, parler de son Algérie et de ce retour improbable de cette famille et de son père qui la ramène en Algérie alors qu'on est au pire de la décennie noire, entre 90 et 2000. Et ça s'appelle La joie ennemie, c'est très beau. Et puis aussi, on parle quand même des poches, avec un roman très savoureux de l'auteur libanais Sabil Goussoub, Le nez juif, ça s'appelle, qui est une réflexion assez malicieuse et pleine d'autodérision sur l'identité. Alors, pour ma part, et ça n'a pas grand-chose à voir, mais le livre quand même de Catherine Millet, Simone et Monet, c'est le nom de sa mère. Cette auteure qui avait écrit La vie sexuelle de Catherine M, eh bien, elle revient sur son enfance, son émancipation et aussi sur cette femme intelligente, belle, mais qui portait une souffrance en elle au point de se suicider en 1982. Voilà, Catherine Millet. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci à vous. Merci infiniment de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Bonheur des livres. À vite.